Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle aventure. Vous êtes actuellement sur ma deuxième vidéo consacrée à mon voyage en Corée du Sud. Dans la première, je vous ai présenté en détail la capitale du pays, Séoul, et aujourd'hui, on va en sortir pour essayer d'aller voir ce qui se passe dans le reste du pays. En gros, l'idée, c'est que l'itinéraire que je vais vous présenter représente à peu près 2 semaines de voyage dans le pays, et c'est personnellement ce que j'ai fait. J'espère donc que vous pourrez vous en inspirer pour l'organisation de votre prochain voyage en Corée du Sud. Alors bien sûr, il y a plein de variantes possibles, il y a aussi d'autres villes desquelles je ne vais pas forcément parler, mais l'idée c'est vraiment que je vous présente ce que moi j'ai fait pendant ces 2 semaines. Et comme pour la première vidéo, désolé si je prononce mal quelques noms coréens, je ne suis pas un expert. Cela étant dit, ne perdons pas plus de temps, et c'est parti pour 2 semaines de voyage en Corée du Sud. Alors déjà, il y a de grandes chances que vous atterrissiez à Séoul lors de votre arrivée en Corée du Sud. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo entière où je vous présente en détail la capitale, donc je ne vais pas forcément revenir beaucoup dessus. Mais dans l'idée, je pense que ça vaut vraiment la peine de rester 4 ou 5 jours à Séoul si on a 13 ou 14 jours à disposition. Et je vous conseille de répartir ces 4 ou 5 jours entre le début et la fin de votre voyage, parce que vous allez le voir, l'itinéraire que je vais vous proposer dans cette vidéo consiste à faire une boucle dans le pays. Une chose que je n'avais pas dit dans la première vidéo, l'aéroport ne se trouve pas à Séoul même, mais dans la ville voisine d'Incheon. C'est quand même important à savoir puisque le trajet pour se rendre au centre-ville dure un peu plus d'1 heure. Forcément, il y a des taxis, mais je sais qu'ils coûtent très cher et du coup, je vous encourage vraiment à prendre le métro pour vous rendre à votre premier hébergement. Ok, donc comme je vous l'ai dit, pour avoir plus d'informations sur Séoul, je vous encourage à aller voir ma première vidéo. Et sinon, on va se diriger vers la gare de Séoul ou le terminal de bus le plus proche et partir vers notre première destination. Ce que j'ai beaucoup apprécié en Corée du Sud, c'est que c'est un petit pays et que le traverser de part en part, par exemple de Séoul à Busan, prend environ 4h30. Du coup, on ne va pas perdre trop de temps dans les transports et ça nous permettra aussi d'être flexible sur nos visites. Par exemple, si on veut rester une journée de plus dans telle ville ou au contraire partir plus tôt le matin dans telle autre, ce sera possible. Là, en l'occurrence, pour aller de Séoul à Jeonju, ça prend environ 2h20 de train ou alors 2h40 de bus. Vous aurez souvent les deux options comme ça, à savoir que le train sera toujours plus rapide et un peu plus confortable, mais aussi beaucoup plus cher que le bus. Pour trouver les horaires en détail, je vous conseille fortement le site Roam to Rio. Arrivé à Jeonju, nous nous dirigeons une nouvelle fois vers un hanok pour passer les 2 prochaines nuits. Un hanok, c'est une maison traditionnelle coréenne qui trouve son origine durant la période des 3 royaumes, historiquement très important pour le pays. Construit uniquement avec des matériaux naturels comme le bois, la pierre ou l'argile, les hanoks se caractérisent notamment par leur ingénieux système de chauffage au sol et leur forte résistance au froid comme aux grandes chaleurs. Attention, comme dans beaucoup d'établissements traditionnels en Corée, il faudra vous déchausser avant de pouvoir rentrer dans un hanok et vous y dormirez à même le sol sur des futons plus ou moins épais. Alors les hanoks, vous pourrez en voir un peu partout en Corée du Sud, mais Jeonju, c'est vraiment un endroit qui est très réputé pour ça. Niveau autres bâtiments historiques, il y a le palais de Gyeonggi-jeon que vous pourrez visiter et où vous pourrez en apprendre plus sur le style de vie des Coréens durant la période féodale du pays. Mais moi, ce que j'ai vraiment préféré, c'est tout simplement d'aller me balader dans le Hanok Village. Les rues principales sont assez touristiques, mais on peut très facilement se perdre dans ces petites ruelles et se laisser guider par la beauté des bâtiments. Poursuivons ensuite notre balade le long de la rivière qui coule en bordure de village, où on aura l'occasion de tomber sur plein de petites pagodes, toutes plus charmantes les unes que les autres, et franchement au coucher du soleil, c'est un vrai régal pour les yeux. Autre petite balade sympa juste à la sortie du Hanok Village, le Jaman Mural Village, un quartier adossé à la colline qui paraît un peu délabré mais qui s'est embelli en recouvrant ses murs de graffiti. Vous l'aurez compris, Jeonju c'est un petit havre de paix où il fait bon prendre son temps. C'est aussi une ville très réputée pour ses bibimbap et pour ses maisons de thé traditionnelles et raffinées.
Après s'être bien reposé à Jeonju, on va changer complètement d'atmosphère et partir en direction de la deuxième plus grande ville du pays, Busan. À Busan, vous pourrez facilement y rester entre 2 et 3 jours. C'est une ville portuaire bordée par la mer du Japon et où vous pourrez du coup déguster de délicieux poissons et autres produits de la mer. Busan, j'ai eu l'impression que c'était une ville qui est très étalée géographiquement parlant et où les activités touristiques se retrouvent un peu aux quatre coins de la ville. Peu importe donc dans quel quartier vous prendrez votre logement, attendez-vous à devoir faire de longs trajets pour aller voir toutes les activités qui valent la peine. Personnellement, j'étais dans le quartier de Seomyeom, qui est réputé pour être le quartier de la fête, mais où du coup il n'y a pas de plage. Et en parlant de plage, la plus connue et la plus grande, c'est celle de Haeundae, à l'ouest de la ville. Bon, moi j'y étais en hiver, donc on va dire que c'était pas le moment avec le plus de monde, mais c'était quand même très sympa pour une balade. Et juste à côté de la plage de Haeundae, vous pourrez aller faire un tour dans les célèbres téléphériques de Busan. Alors c'est un téléphérique un peu particulier, puisque vous ne décollerez pas dans les airs, mais vous suivrez les rails le long de la côte avec une vue panoramique très jolie. Attention, car vous serez obligé de réserver une capsule entière, et pour ça il faut être entre 2 et 4 personnes, et le prix est le même, peu importe le nombre de personnes. Je vous conseille de le faire à l'avance parce qu'il peut y avoir beaucoup de monde. Nous, on est arrivé le matin et on a dû réserver une cabine pour l'après-midi. Juste en dessous des cabines, il y a aussi un train qui fait le même trajet. Donc pour les personnes en solo, les personnes qui veulent payer moins cher, c'est aussi possible, mais du coup avec une vue un peu moins belle. Votre billet ne sera valide que pour un aller et l'autre trajet se fera généralement à pied le long des plages sur le même tracé. Traversons maintenant la ville de Busan pour aller à l'extrême opposé, à l'est, pour aller voir son endroit le plus iconique. Bienvenue dans le village culturel de Gamcheon. Ce village niché dans les falaises est un ancien bidonville, vestige de la guerre de Corée, qui trouva une deuxième jeunesse en 2009 quand la ville décida de faire repeindre tous ses bâtiments dans des couleurs vives. Et depuis, c'est juste devenu l'attraction touristique numéro 1 de Busan. Aujourd'hui, c'est plus du tout considéré comme un bidonville, et pour le visiter, je vous conseille de commencer par le haut du village et d'ensuite redescendre ses ruelles pour arriver jusqu'à la mer. Une fois en bas de Gamcheon, prenez un bus pour retourner au centre-ville, mais sur le trajet, pensez à vous arrêter au marché aux poissons de Jagalchi. Comme je vous l'ai dit, Busan est une ville de pêche et Jagalchi, c'est sûrement le plus grand marché pour y acheter du poisson frais et autres bizarreries de l'océan. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un endroit qui n'est pas vraiment fait pour les personnes qui n'aiment pas le poisson ou alors voir des animaux morts. Déjà pour les odeurs et puis aussi parce qu'on y trouve une variété d'espèces sous-marines que je ne soupçonnais même pas d'exister. C'est par exemple l'un des endroits où vous pourrez tester les tentacules de pieuvre qui gigotent encore dans votre assiette. Ok, alors on va laisser ces bizarreries culinaires là où elles sont, même si moi c'est un endroit que j'ai trouvé quand même assez fascinant. Pour le reste de la visite de la ville, je sais qu'à Busan, il y a aussi des temples qui sont très populaires, comme par exemple le temple Beommeosa dans les collines, ou le temple Haendong Yongoksa au bord de la mer. Mais je sais qu'ils sont assez loin de la ville et honnêtement j'ai pas pris le temps d'aller les visiter. Avant de passer à notre prochaine étape, j'ai encore une petite anecdote sur la ville de Busan. Est-ce que vous saviez qu'à Busan on trouve le plus grand centre commercial du monde? Eh ben moi non plus. Mais apparemment c'est attesté par le Guinness des records. Donc pour votre shopping, oubliez New York, oubliez Dubaï, venez à Busan. Moi j'y suis surtout allé pour son spa qui est une activité très cool à faire que je vous conseille vraiment. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent continuer leur voyage au Japon, sachez qu'à Busan vous pourrez prendre un ferry pendant environ 5 heures en direction du pays du soleil levant. Pour tous les autres, on va remonter dans le bus et partir en direction de la ville de Gyeongju. Alors Gyeongju, c'est l'ancienne capitale du royaume de Silla, l'un des 3 royaumes dont je vous parlais au début de la vidéo. Elle a été officielle entre le 1er et le 7e siècle. Si Gyeongju est toujours très connu aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il est possible d'y visiter beaucoup de monuments qui datent de cette période. Par exemple, dans le centre-ville, vous pourrez aller vous balader dans le parc de Daehungwon
au milieu de ces collines artificielles qui sont en fait des tombes des reines et des rois de l'époque de Silla. Alors ne vous enflammez pas, vous ne pourrez pas rentrer dans ces tombeaux et encore moins monter dessus, mais dans le parc il y a quand même un petit musée très sympa où vous pourrez en apprendre plus sur l'histoire de leur construction et de leurs contemporains. En continuant vers le sud, vous atteindrez une rivière et le magnifique pont de Woljeongyo, l'ancienne porte de la ville. C'est un endroit qui devient encore plus joli quand il s'éclaire une fois la nuit tombée. Le clou du spectacle, c'est le palais de Donggung, qui n'était en fait qu'une résidence secondaire pour les souverains, mais qui en jette quand même déjà pas mal. Alors pareil, c'est une activité qui est assez populaire à faire de nuit, parce que l'éclairage qui a été mis en place donne une atmosphère vraiment particulière au lieu. Après 2 jours, j'imagine que c'est aussi très joli. Une fois que vous aurez fait toutes les grosses activités touristiques dans le centre-ville, n'hésitez pas à en sortir et à aller vous balader dans la campagne. Déjà, ça vous permettra d'aller voir des endroits qu'on a peut-être moins l'habitude d'aller visiter comme ça quand on a 2 semaines dans un pays. Et puis aussi, vous verrez qu'il y a plein de petits sites archéologiques comme ça disséminés dans les alentours. Que ce soit de petits tombeaux collines comme celle du centre-ville ou encore des temples ou des pagodes. Vous verrez aussi que comme Gyeongju n'est qu'à 1h30 de bus de Busan, vous pourrez être très flexible sur vos visites entre les 2 villes. Bon, c'est pas tout ça, mais est-ce que ça vous dirait qu'on parte en direction de notre dernière étape? Si vous êtes encore là, j'imagine que oui. C'est parti donc pour la ville de Handong et le village historique de Haoe. À 2h40 de Gyeongju, nous voici donc dans la ville de Handong. Alors pour être honnête, Handong en soi, c'est pas une ville qui a grand chose de particulier. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le petit village historique de Haoe, qui se trouve à 40 minutes de taxi ou 1 heure de bus de là. Au niveau touristique, c'est à peu près la seule grosse activité à faire dans la région. Les locaux sauront donc très bien que vous êtes là pour ça et pourront vous indiquer la manière la plus simple de vous y rendre. Et du coup, pour moi, vous n'aurez pas besoin de plus d'1 journée pour visiter cette étape. Par contre, elle vaut vraiment la peine cette activité. Haoe, en fait, c'est un espèce de musée à ciel ouvert inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis 600 ans, ces ruelles n'ont quasiment pas changé et ces maisons semblent figées dans le temps. Alors par contre, c'est un peu bizarre parce qu'il y a vraiment des gens qui vivent à Haoe et qui sont pour la plupart des agriculteurs. Et j'avoue qu'au début, ça donne un peu l'impression d'être dans un zoo humain. Mais en fait, les limites entre les zones d'habitation et les monuments à visiter sont très bien tracées. Et les habitants sont très accueillants et très contents de voir des touristes arriver. Surtout que c'est eux qui ont décidé d'ouvrir comme ça le village. Bien sûr, à Haoe, vous pourrez voir beaucoup de hanok, grands et petits, mais aussi des lieux de culte, comme ici devant cet arbre centenaire où chaque papier représente un vœu fait par un visiteur. À Haoe, le temps semble s'être figé et c'est assez unique de pouvoir observer comme ça la vie des habitants actuels, mais qui en même temps ne doit pas être si différente de celle de ceux d'il y a plusieurs centaines d'années. À la sortie du village, pensez aussi à aller visiter le musée des masques. Il comporte toute une collection de masques utilisés en Corée du Sud, mais aussi de tous les pays du monde. Et c'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais c'était hyper intéressant parce que du coup les masques c'est utilisé dans beaucoup de cultures dans le monde, et c'était vraiment cool de pouvoir voir les différences et aussi les ressemblances entre ces utilisations. Et bien voilà, après Handong, retour à Séoul pour les 1 ou 2 derniers jours qu'il nous reste, et ça fait déjà 2 semaines qu'on est en Corée du Sud. Donc pour résumer, nous avons commencé par 2-3 jours à Séoul, 2 jours à Jeonju, 2 à 3 jours à Busan, 2 jours à Gyeongju, 1 jour à Handong et de nouveau 1 à 2 jours à Séoul. Pour un total de 10 à 13 jours pleins dans le pays. Et je précise bien que quand je parle de 2 jours à Jeonju par exemple, ça peut être 1 jour complet et 2 demi-journées, parce que comme on l'a vu avec les courtes distances des transports, on peut être vraiment flexible. Encore une fois, désolé si mon coréen n'était pas parfait, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère aussi qu'elle vous sera utile pour organiser votre prochain voyage. Personnellement, je n'en ai pas encore fini avec ce pays, parce que la semaine prochaine, je vous emmène visiter un endroit qui me fait fantasmer depuis plusieurs années, une petite île au sud du pays qui est accessoirement considérée comme l'une des 7 merveilles du monde naturel. En attendant tout ça, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!